Économie Le Mag, merci d'être avec nous sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, le platine au cœur des enjeux en Afrique du Sud. Un vaste mouvement de grève dans les mines met à mal en ce moment l'un des poumons économiques de ce pays aux richesses minières uniques au monde. De quoi fragiliser un peu plus une monnaie en chute libre. Nous ferons le point avec Thierry Barbeau. Et puis oubliez le chauffage, la radio ou la direction assistée. Bienvenue à bord de la Tata Nano. La voiture la moins chère du monde Made in India peine à s'imposer. En cause, un niveau de sécurité rédhibitoire, un critère incontournable aujourd'hui. Vous le verrez, y compris sur le créneau très disputé du low cost. On y revient dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Tour d'horizon pour commencer de l'essentiel de l'actualité économique du jour, avec d'abord l'épilogue aux États-Unis dans le dossier des litiges entre les autorités de tutelle et deux grandes banques américaines au sujet des prêts immobiliers, les fameux subprimes. Alors après JP Morgan, mardi, c'est Morgan Stanley qui a annoncé aujourd'hui qu'elle verserait 1,25 milliard de dollars pour mettre fin aux poursuites. L'accord de principe a été négocié avec le régulateur de Fannie Mae et Freddie Mac. Ce sont les organismes parapublics de refinancement hypothécaire qui avait subi de plein fouet en 2008 cette crise des subprimes. Morgan Stanley devra par ailleurs augmenter son enveloppe allouée au litige à hauteur de 150 millions de dollars. Et les États-Unis n'en ont décidément pas fini avec le suspense autour du plafond de la dette légale, le plafond légal de la dette. Vendredi marquera l'entrée en vigueur des mesures exceptionnelles pour éviter un défaut de paiement de l'État fédéral. Vendredi où le plafond théorique de la dette américaine sera atteint. Et parmi ces mesures, l'émission de titres de dette destinés aux municipalités et aux États fédérés sera suspendue par le Trésor pour ne pas creuser davantage cette dette. Le Trésor qui espère, grâce à ces mesures, offrir un répit à Washington jusqu'à la fin du mois de février. En attendant, bien sûr, un accord au Congrès pour étendre les capacités d'emprunt. La vérité est que plus nous attendons, plus les risques augmentent. Qu'il s'agisse de la reprise économique, des marchés financiers ou des paiements de sécurité sociale et de salaires des militaires, ce ne sont pas des choses à mettre en danger. On revient aussi sur la nomination hier de l'Indien Satya Nadella à la tête de Microsoft. À 46 ans, cet ingénieur devient, après Bill Gates et Steve Ballmer, le troisième PDG du géant informatique américain qui pèse aujourd'hui en bourse 300 milliards de dollars. 22 années déjà à son actif au sein de Microsoft. Il dirigeait jusqu'ici la division Cloud et Entreprise. L'innovation sera au cœur de sa stratégie. Tout sera connecté au cloud et aux données. C'est le monde que nous construisons dans cet objectif. Et tout cela sera géré par un logiciel. Le logiciel est l'élément le plus malléable. Pour moi, la capacité, l'héritage de cette entreprise reste très pertinent. Nous devons renouveler cela, faire de nouvelles choses, mais en même temps, nous devons être très confiants dans notre capacité en termes de logiciel face à ces nouvelles expériences. Voilà, et quant à Bill Gates, le fondateur de Microsoft, eh bien, il quitte, on le rappelle, la présidence du conseil d'administration pour un rôle de conseiller technologique. Allez, cap sur l'Europe. L'Europe qui punira désormais de peine de prison les auteurs de graves abus financiers, de manipulation de marché ou de délits d'initiés. La directive a reçu hier l'aval du Parlement européen. Un mot d'ordre, moraliser les marchés. Après le scandale de manipulation des taux du Libor, Bruxelles avait décidé de durcir le ton. La nouvelle législation impose notamment aux États membres de prévoir des peines d'emprisonnement d'au moins 4 ans pour les formes les plus graves de ce type de délit. Et puis en France, si l'information se confirme, il s'agirait sans doute du plus gros redressement fiscal de l'histoire du fisc. Selon Le Point, Bercy a décidé d'infliger un redressement de 1 milliard d'euros à Google au terme d'une enquête lancée il y a 3 ans. Le géant américain évoque des rumeurs et se refuse à les commenter. Côté gouvernement, pas de confirmation ni d'infirmation au nom du secret fiscal. Google ne déclare en France qu'environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce à un montage fiscal complexe. Pour les analystes, eh bien, le chiffre réel dépasserait 1,2 milliard d'euros. Allez, direction de l'Afrique du Sud et ses mines de platine, un métal précieux plus rare que l'or et qui représente aujourd'hui une part vitale de l'économie sud-africaine. Le pays pèse 80% de l'offre mondiale. Autant dire que l'issue du vaste mouvement social en cours actuellement revêt un enjeu majeur. 80 000 mineurs sont en grève depuis 2 semaines. Ils sont employés par les 3 premiers producteurs mondiaux. Le bras de fer se concentre autour des salaires. Johanna Citruc. Le mouvement se durcit en Afrique du Sud. Depuis le 23 janvier, environ 80 000 mineurs ont cessé de travailler.
L'appel à la grève a été lancé par l'Association des travailleurs des mines et de la construction, un petit syndicat radical, aujourd'hui majoritaire dans le secteur du platine. Il réclame un salaire minimum de 12 500 rand chaque mois, un peu plus de 800 €. Comme l'apartheid nous concerne, nous sommes toujours sujets à cette économie biaisée qui ne favorise que peu de gens. C'est pourquoi l'économie prend autant d'importance, surtout lorsque les travailleurs, qui sont des citoyens du pays, devraient bénéficier de la richesse de leurs aînés. Mais quand les PDG sont payés 20 millions, 40 millions alors que l'économie reste calme, les économistes ne parlent pas beaucoup de ça. La semaine dernière, les producteurs de platine ont proposé une revalorisation des salaires sur 3 ans, avec une augmentation de 7,5% la première année. Une offre que le syndicat s'est empressé de rejeter. Il exige que les salaires soient doublés. C'est donc un véritable coup dur pour le pays qui assure à lui seul plus de 70% de la production mondiale de platine. Mais aussi pour les travailleurs de ce secteur, ils sont estimés à 134 000 sur un total de 53 millions d'habitants. D'autant plus qu'environ un quart de la population active est au chômage. En regardant l'importance du secteur minier, ça représente moins de 10% du PIB du pays, mais plus de 50% des exportations de l'Afrique du Sud. Et comme nous avons un déficit commercial, ça a un impact qui est négatif sur le taux d'échange du rand, mais aussi sur le taux d'inflation. À cause de la grève persistante, la moitié de la production est affectée. Et selon la Chambre sud-africaine des mines, le manque à gagner pourrait s'élever à environ 197 millions de rand chaque jour, près de 27 millions d'euros. Évidemment, nous avons le platine et actuellement nous avons des grèves dans le secteur minier de platine. On estime que ça coûte environ 197 millions de rand par jour à l'industrie minière. Ça a donc un impact important sur l'industrie. On travaille là-dessus en ce moment pour que les grèves s'arrêtent. Mardi, de nouvelles discussions ont eu lieu et une nouvelle proposition serait sur la table. Mais pour l'heure, aucune information n'a été communiquée. Et on signale d'ailleurs qu'une opération de secours a été lancée tout à l'heure dans une mine d'or non loin de Johannesburg. 17 mineurs y seraient prisonniers suite à un incendie et à un effondrement. Alors le gouvernement tente d'abréger au plus vite cette grève qui coûte cher au pays et qui fait perdre aussi 12 millions d'euros par jour aux 3 compagnies en question. Nous rejoignons depuis Paris Thierry Barbeau, directeur du site infoafrique.com, spécialiste de l'Afrique. Bienvenue à vous. Bonjour. Alors le secteur minier, c'est 10% du PIB sud-africain, le double si on inclut les activités annexes. Comment se positionnent aujourd'hui les autorités? On voit qu'elles autorisent cette grève, ça n'a pas toujours été le cas. Vous pensez qu'elles jouent un rôle de protecteur aujourd'hui? Alors je pense que les autorités sont un peu prises à partie entre des problèmes de communication vis-à-vis de ces entreprises minières qui, comme vous le citiez, annoncent des chiffres qui sont colossaux, 12 millions d'euros de pertes par jour, avec à côté des salariés qui espèrent doubler leur salaire pour aller jusqu'à effectivement 1 200 € par mois, ce qui semble quand même cohérent par rapport aux chiffres colossaux de ce marché. Et puis il faut voir aussi qu'il y a un événement qui est absolument colossal, c'est qu'il y a la conférence Mining Indaba qui est organisée au Cap en ce moment, qui se finit mercredi, où c'est voilà, c'est vraiment le plus grand événement mondial du marché minier. Et en plus, l'Afrique du Sud est quand même le 2e plus grand pays minier au monde, derrière le Canada. Donc il y a vraiment des problèmes de communication et l'État est pris au piège un petit peu. Et on imagine que pour les syndicats, la solution, ce serait peut-être de légiférer sur une hausse nationale du salaire de base. C'est une solution envisageable au final, selon vous ? Ça serait, je pense, une des meilleures solutions, mais je pense que ça représente exactement ce qui se passe en Afrique du Sud, mais un petit peu partout en Afrique, c'est-à-dire quelque part une redistribution équitable un petit peu des richesses avec une valorisation du capital humain. Et vous avez aujourd'hui un écosystème minier qui est complètement à revoir, où on le voit bien entre les différents acteurs qui sont les gouvernements, le patronat, bien sûr les employés, et puis les communautés très active et très présente. Et vous pensez que cette situation, elle peut accentuer la dépréciation de la monnaie sud-africaine, le rand, qui est déjà, on le sait, malmenée par la crise des pays émergents ? Moi, je pense que la situation des conflits miniers déjà en Afrique du Sud, elle dure depuis
donc ça fait très longtemps. Elle est vraiment dure depuis maintenant, je crois, à peu près 3 semaines. Je crois qu'il y a eu à peu près 35 morts pendant ces 6 mois. Donc je pense qu'effectivement, il y a un risque de dévaluation très faible. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre avec ce grand événement qui est la conférence Mining Indaba, où effectivement l'État et les entreprises minières vont devoir trouver un accord rapidement et mettre tout le monde d'accord. Ça me paraît indispensable. Avec ces dizaines de milliers d'ouvriers sous les projecteurs, bien évidemment. Alors on comprend, il y a un problème économique pour l'Afrique du Sud, mais c'est aussi un problème social, puisqu'au cœur des tensions, il y a l'endettement des travailleurs, souvent victimes de sociétés de crédit douteuses. C'est un problème qui est pris au sérieux par les autorités ? Alors c'est un problème qui n'est pas vraiment pris au sérieux par les autorités, parce qu'il faut savoir qu'à peu près 80% des ouvriers qui travaillent dans les sites miniers sont souvent des étrangers qui s'installent à long terme avec leur famille. Donc en fait, l'État là aussi est un petit peu pris au piège avec ces communautés qui sont des expatriés. Ouais, donc c'est un problème plutôt mineur. Merci Thierry Barbeau pour toutes ces explications. C'est la voiture la moins chère du monde, la Nano de l'Indien Tata aurait presque tout pour séduire sa clientèle cible, les jeunes en quête d'un véhicule compact et abordable, mais parfois même des tarifs ultra compétitifs ne suffisent pas. Qu'en est-il côté qualité, côté sécurité ? Un critère de plus en plus observé, y compris dans les pays dits émergents. Et dans ce domaine, malgré leur petite taille, de nombreux modèles d'entrée de gamme tombent de haut. Johanna Citruc. C'est un nouvel échec pour la voiture considérée comme la moins chère au monde. Victime d'une impopularité grandissante depuis son lancement en 2009, la Nano a échoué au test de sécurité. Sur un total de 5, le véhicule n'a obtenu aucune étoile. Ce véhicule, malheureusement, comme beaucoup d'autres dans les pays émergents, n'a pas réussi les simples tests de sécurité aux normes des Nations Unies. Et il ne réussirait probablement pas les crash tests à plus haute vitesse réalisés pour les consommateurs. Et la voiture, vendue par le groupe indien Tata, n'est pas la seule à avoir échoué. 4 autres véhicules estampillés Suzuki, Ford, Hyundai et Volkswagen sont concernés. Tous sont des modèles d'entrée de gamme qui représentent environ 20% des ventes de voitures neuves en Inde chaque année. Un marché capital pour les constructeurs automobiles qui tentent de capter une clientèle jusque-là cantonnée aux 2 roues. De plus en plus de voitures low cost sont utilisées dans les pays émergents. Des prix attractifs, certes, mais sans pour autant négliger la sécurité. Pour certains experts, allier les deux ne devrait pas être trop compliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des voitures sûres, presque pour le même prix que les voitures qui sont considérées comme dangereuses. Mais il n'y a pas, pour l'instant, d'accent mis sur la sécurité. La raison pour laquelle il est important de réaliser ce genre de test et d'attirer l'attention du public sur ce problème et de créer la demande. Créer un marché où la sécurité des véhicules est un facteur important. Depuis la réalisation de ces tests, seul Volkswagen a décidé de retirer son modèle dangereux du marché indien. Ouais, pas très rassurant. Et c'est l'heure maintenant du Media Watch. La revue de presse avec une problématique aujourd'hui, comment optimiser ses chances de réussir son investissement en bourse lorsqu'on ne fait pas partie des initiés. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour. Alors vous me direz, heureusement les experts sont là pour nous conseiller, mais mieux vaut parfois rester sur ses gardes. Oui, pour savoir si investir en bourse vaut le coup, si telle ou telle valeur peut augmenter, mieux vaut jouer à pile ou face que de demander les conseils à un expert, à un spécialiste des marchés financiers. C'est en tout cas le résultat d'une étude américaine relayée par Slate. Pour arriver à cette conclusion, il aura fallu collecter plus de 6500 prévisions des 68 meilleurs experts américains sur le marché boursier entre 2005 et 2012. Et au final, seuls 47% d'entre eux font des prévisions pertinentes, des prévisions correctes, c'est-à-dire que plus de la moitié se trompent. Donc attention aux conseils, même des plus avisés. On imagine qu'ils gardent les bons conseils pour eux-mêmes. Alors autre chose, Johanna, Air France a dévoilé hier en grande pompe ses nouveaux sièges pour la classe affaires. Qu'ont-ils de si particulier ? Alors en fait, pour mettre au point donc ces nouveaux sièges, Air France a utilisé la règle des 3 F, Full Flat, Full Privacy et Full Access, c'est-à-dire un lit plat pour pouvoir dormir, une intimité totale grâce à une cloison mobile et un
libre accès à l'allée centrale, donc seulement 4 sièges par rangée pour pouvoir se déplacer plus facilement sans forcément gêner ses voisins. C'est toujours un petit peu embêtant. Et donc plus que des sièges, ce sont de véritables cabines individuelles. Et tout ça uniquement pour le confort des passagers? Alors pour le confort, oui, mais surtout par stratégie pour récupérer les clients qu'Air France avait perdus ces dernières années, des clients qui avaient préféré voler pour via d'autres compagnies. En fait, la classe affaires et la première classe représentent 4 milliards d'euros par an pour Air France et c'est la moitié de son chiffre d'affaires en ce qui concerne les vols long courriers. Donc on comprend mieux pourquoi la compagnie a voulu investir environ 200 millions d'euros pour chouchouter ses clients les plus aisés. Un mot, Johanna, sur le mondial de foot, ça commence en juin. Pourtant, il y a déjà un match qui a débuté, c'est celui des recettes publicitaires. Oui, TF1 a déboursé 130 millions d'euros donc pour acquérir les droits du mondial de football en 2014 et la chaîne a bien l'intention de rentabiliser au mieux cet investissement et d'après le Figaro, elle serait donc sur le point de commercialiser les spots de publicité qui seront diffusés pendant l'événement sportif et les offres démarraient à 6 000 € pour 30 secondes de publicité. Évidemment, plus on avancerait dans la compétition, plus les prix seraient élevés jusqu'à 360 000 € pour la finale. Merci Johanna, on se retrouve demain pour un nouveau Media Watch. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec un dossier spécial sur les entreprises israéliennes désireuses de s'exporter en Europe. Restez avec nous, l'information continue.